Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir un peu sur l'actu PSG qui s'est un peu calmé niveau mercato. C'est beaucoup plus actif dans le sens des départs que dans les arrivées où on entame la phase 2. Évidemment la première était plus facile, c'était des signatures de joueurs libres de tout contrat, des clauses libératoires que tu es obligé de péter sans négocier, donc forcément ça va plus vite et tu dois le faire tôt dans le mercato quand la première ligue est sur le coup, je fais référence à Manuel Ugarte. Mais désormais, Luis Campos doit signer la classe mondiale qu'il nous promet à travers ses relais médiatiques depuis des mois, Bernardo Silva, Harry Kane. Forcément, ça prend plus de temps, c'est des dossiers qui sont plus longs, et t'es pas aidé, il faut le dire aussi, par une conjoncture globale qui est très lente. Par exemple, sur le dossier du numéro 9, Harry Kane au Bayern Munich, on sait très bien que si la signature se fait, ça débloquerait des fonds à Tottenham qui recruterait un autre joueur, donc un effet domino machin chouette, peut-être un Kolo Muani à Francfort qui du coup nous rachèterait Hugo Ekitike derrière. Bref, le Real aussi. Le Real, est-ce qu'ils vont recruter un top 9 après le départ de Karim Benzema? Vont-ils faire une offre pour Kylian Mbappé? Tout ça est vraiment en suspense, donc ça bloque la conjoncture globale. Par contre, là où on n'a aucune excuse, c'est sur le dossier Bernardo Silva qui est clairement en train de se refroidir, voire se refermer. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, on ne va pas commencer au rayon mercato, mais à l'infirmerie du nouveau campus que Nuno Mendes va pouvoir tester ces prochaines semaines, et c'est bien triste. Mais commençons par une bonne nouvelle, Neymar, qui est revenu à l'entraînement, qui ces derniers temps était à l'écart du groupe, mais sur le terrain et avec ballon. Le club a annoncé que cette semaine, il devrait prendre part de manière partielle aux séances collectives et s'envoler avec le reste du groupe au Japon. Donc tout ça sont des bonnes nouvelles. Je dois avouer que quand j'ai vu les vidéos de son retour sur terrain, je me suis dit, il va encore y avoir de la masse graisseuse à faire disparaître parce qu'il me paraissait un petit peu chargé, lourd. Alors ce qui est logique, c'est pas une critique. D'abord déjà c'est une impression visuelle, je suis pas médecin et le staff a évidemment toutes les données que nous n'avons pas. Je me base juste sur les photos que le club a partagées et en plus je pense que le département com fait très attention à mettre en valeur le plus possible les joueurs et leur organisme. Mais pour moi, ça me paraît complètement logique. Après 4-5 mois d'inactivité, surtout quand tu es Neymar et que tu as été blessé autant de fois dans ta carrière, de revenir avec un corps qui n'est pas celui de ta forme optimale. Donc je me suis dit, oula, il va encore y avoir du travail à faire, mais qu'il reprenne l'entraînement collectif, c'est très bien pour évidemment maximiser les courses à haute intensité, les duels et tout ça. Très tôt, sachant que là, on est à 3 semaines du premier match de la saison contre le FC Lorient de Benjamin Mendy, qu'il a rejoint de manière assez surprenante, quoique son agent est le même que beaucoup de joueurs et même, je crois, l'entraîneur de Lorient. Bon bref, vous comprenez un petit peu comment on en est venu là, de manière assez surprenante puisque ça n'a pas fuité dans la presse. Par contre, pour Nuno, lui, il n'ira pas au Japon. Avant l'annonce de sa nouvelle blessure, j'étais pas pessimiste. Il y en avait qui tiraient la sonnette d'alarme, qui nous disaient machin, Nuno, ça va être un Ousmane Dembélé, ça va être un Renato. Bon, la réalité, c'est que cette saison était quand même très particulière. On sait tous qu'il a poussé à la Coupe du Monde, que le staff du Portugal l'a peut-être pas ménagé aussi, et que du coup derrière, il en a fait les frais. Je me suis dit, avec une vraie préparation, la saison prochaine, il va avoir le temps de jeu qu'il a eu sous Pochettino, avec déjà à ce moment-là quelques blessures, mais pas non plus des énormes blessures. Il n'a pas un temps de jeu à la Renato ou à la Ousmane Dembélé à ce moment-là. Et même quand il signe au PSG, il a une réputation de joueur qui se blesse un petit peu, mais c'est pas non plus énorme.
Là, ça fait quand même depuis la fin d'année 2022 qu'il a complètement changé de dimension. Et le voir se répéter au même endroit, à savoir les ischios, la blessure typique du sprinter, à l'entraînement, je ne sais même pas si on peut appeler ça, parce que c'est quand même la reprise de juillet avec les non-internationaux où tu dois un peu taper dans le ballon, mais pas forcément courir à haute intensité, je pense qu'il faut le faire. Donc là, rupture du tendon conjoint de l'ischio droit, en soins ces prochaines semaines. C'est ce que le club a annoncé. Personnellement, je ne suis pas médecin, mais j'ai un peu peur qu'on parle en mois plutôt qu'en semaine. Contre Lorient, rappelez-vous, début mai, quand il se pète pour la fin de saison, c'est déjà aux ischios droits. Donc je ne sais pas si on peut parler de rechute, mais c'est la même zone, surtout que tout commence contre Benfica début octobre, où là c'était les ischios gauche. Voilà, à la Coupe du Monde, pareil, c'est une rechute jusqu'à fin janvier. Contre Lille en février, c'est différent parce que c'est au genou. C'est vraiment là sur une action très ciblée où il met un appui qui est pas bon dans la surface, je m'en souviens. C'est le genou, c'est pas les ischios. Mais contre Lens, plus tard dans la saison, pareil, il rechute. Nice aussi, si je dis pas de bêtises. Donc début de saison, c'était ischio gauche, ensuite ischio droit. Je crois qu'il y a un phénomène, enfin, je suis pas scientifique, mais je crois que quand tu te blesses d'un côté, quand tu reprends, il y a un risque que l'autre côté se blesse aussi. Donc peut-être qu'on assiste à ça. Mais dans tous les cas, voilà, les ischios, blessures musculaires typiques du joueur qui fait beaucoup de sprint. J'espère que Nuno va faire un peu comprendre aux gens que quand tu te blesses, il n'y a pas que l'hygiène de vie. Tous les gens qui nous disent oui, Neymar, l'hygiène de vie, et Nuno, oh le pauvre. Non, c'est pas ça. En réalité, c'est comme Ousmane Dembélé, c'est comme Kingsley Coman, c'est comme tous ces joueurs qui sont un petit peu frêles, qui ont un jeu où tu fais beaucoup de sprint et où tu vas chercher le duel aussi. Pour Neymar, par exemple. Voilà, l'hygiène de vie, je veux bien la mettre en avant. Mais il ne faut pas oublier que ce genre de joueurs, par définition, ont beaucoup plus de chances de se blesser. Et là, avec Nuno, on a clairement ce style de joueur. Parce que Renato, tu peux dire que Renato, c'est carrément inexplicable. Je crois que c'est dans la tête. Mais Nuno, non. Je pense clairement que le garçon a la personnalité, ça se voit quand il est sur le terrain. C'est musculaire, tout simplement. C'est son jeu qui veut ça. Voilà, il fait beaucoup de sprint, de courses à haute intensité. Et il se blesse aux ischios. Alors, ça limite du coup nos options dans l'axe. Si Luis Enrique voulait jouer à 3, c'est un peu compromis parce que Mukiele, Kimpembe sont out. Lucas Hernandez va du coup devoir commencer à gauche. Il est hors de question d'avoir Juan Bernat titulaire dans cette équipe. Donc, tu joues à 4 tout simplement. Et puis dans l'axe, Marquinhos, Skriniar, Danilo derrière évidemment, que personnellement j'imagine, je conçois en défenseur central et pas milieu. Bref, alors le dossier Mbappé, revenons-y. Pas grand-chose, hein. Nasser s'est présenté devant le groupe là au campus. Alors il a fait son discours. Vous devez aller voir les supporters, vous devez dorénavant tous parler français. L'entraîneur a tous les droits, il peut faire ce qu'il veut. L'institution est au-dessus. Bon bref, comme d'habitude, le fameux discours. On n'y croit plus, on attend les actes. Visiblement, selon l'équipe, je crois, pas de rendez-vous prévu avec Mbappé. Mais le PSG a encore utilisé ses relais, puisque de sources anglaises, on a eu des papiers, The Athletic par exemple, qui nous sort que si Mbappé part libre la saison prochaine, ça ferait un gros trou dans les finances du club et que le PSG a mis en stand-by le dossier Bernardo Silva pour cette raison, parce que c'est un dossier onéreux et que si Mbappé ne rapporte pas d'indemnité, ça pourrait faire très mal. Bon, j'ai l'impression qu'on alimente encore le scénario, la guerre, le PSG... En fait, c'est une info qui va encore dans le sens d'un départ d'Mbappé, parce que d'un côté, le PSG fait pression pour Mbappé qu'il s'en aille, voilà, pour essayer de l'entacher sur la place publique. Et de l'autre côté, si Mbappé part, ça facilite aussi, parce qu'il pourra dire, bon, je suis pas parti de mon plein gré, j'ai pas forcé le club, c'est moi qui a été poussé dehors, et je pars dès cet été, alors que je voulais rester cette saison, pour justement faire du bien aux finances de club, je fais cet effort-là. Pendant que le Real, de son côté, te dit, bon, moi, on me l'a offert sur un plateau, j'ai rien fait du tout, je suis resté dans ma tanière, c'est eux qui sont venus creuser. Bon, vous comprenez un petit peu le jeu, mais le problème, c'est que rien ne semble bouger de manière très concrète, et je crains que s'il s'envole au Japon avec le reste de l'équipe, ça risque d'être compliqué de l'imaginer hors du PSG,
au 1er septembre. Et encore une fois, je maintiens ma position. Les histoires, alors je ne suis pas économiste, mais les histoires du PSG qui a un trou financier si Mbappé part la saison prochaine, je veux bien y croire, dans le sens où c'est sûr que c'est un contrat, je pense, hors Arabie Saoudite. On parle quand même d'un des plus gros contrats de l'histoire du foot, parce que des salaires à 70 millions, évidemment, Messi, Ronaldo les avaient, mais les primes de fidélité à 80 millions par an, sans compter les primes à la signature, je ne suis pas sûr. Vraiment, le truc des 600 millions sur 3 ans, c'est complètement ahurissant. Et donc, ça pourrait se comprendre que si tu ne fais pas d'indemnité, tu t'y retrouves pas. Mais de l'autre côté, l'année prochaine, le CVC, donc le fonds d'investissement qui a racheté une partie de la société commerciale de la LFP, l'année dernière, on va donc toucher 133 millions, ce qui est quand même pas rien. C'est une rentrée d'argent exceptionnelle, même si du coup, sur le long terme, on va perdre de l'argent, parce que tu fais rentrer un argent qui aurait été étalé sur plusieurs années, du coup en une seule fois. Donc déjà, les 133 millions, les fins de contrat de tous les lofters de l'année dernière, même si vous me direz, les Carlos Soler, les Fabian Ruiz, les Renato pourraient les rejoindre. Et puis surtout, comme en 2017, si tu as un problème, si tu veux faire un gros transfert, tu fais une augmentation de capital. Voilà, comme la Juve l'a fait en janvier 2022 pour recruter Vlahovic en provenance de la FIO. C'est ce qu'ils font pour s'aligner sur la Première Ligue, parce qu'Arsenal était sur ses rangs. Donc vous comprenez un petit peu pourquoi ils ont mis autant d'argent sur Vlahovic à cette époque-là, la Juve. Aussi parce que, évidemment, Ronaldo partait, donc il fallait quand même faire un coup avec quelqu'un qui a l'apport statistique et l'avenir un petit peu. Et puis nous, pareil, en 2017, pour Neymar et Mbappé, on fait l'augmentation de capital. C'est pour ça que, personnellement, je reste quand même sur ma position qui vise à garder Mbappé cette année, même si ça me fait chier. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ça m'emmerde de voir le vestiaire renouvelé avec des joueurs d'horizons complètement différents, alors qui n'ont pas forcément l'expérience des grands vestiaires, ça peut être le défaut. Mais voilà, du sang neuf, un renouvellement, et voir une situation similaire à celle de 2021, à savoir un Mbappé qui est en fin de contrat, tu sais pas s'il va rester, s'il va partir, ça la fout mal, quoi. Ça m'embête. Mais de l'autre côté, je pense aussi au terrain où Mbappé te plante 40 buts par saison. Vu comment le dossier du numéro 9 avance, et celui de des droits aussi, bon, j'ai plutôt de plus en plus peur, voilà. Donc disons que garder Mbappé, qui est quand même sur le terrain, quelqu'un qui t'apporte énormément. Et puis en plus, au-delà du fait que sa famille compte les sous jusqu'au dernier centime, ce qui est un fait, que sa famille est un pouvoir démesuré et en use au sein du club, que le joueur, la personne, soit détestable. Personnellement, la personne Mbappé, elle a vraiment beaucoup baissé dans mon estime ces dernières années. Maintenant, le joueur, même si sur cette saison, il a aussi baissé dans mon estime, le joueur, je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, ça ne reste pas moins un des meilleurs du monde, voilà, sur la saison prochaine. Bon bref, voilà, je reste sur ma position, le garder une année, faire une augmentation de capital, les Qataris pas contents qui vont chercher un joueur, je sais pas, il y a la clause de Raphaël Leao, mais de toute façon, je pense qu'on est condamné. Aujourd'hui, le marché a complètement explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton plan B coûte 60 millions parce que ton plan A coûte 150. Voilà, Osimhen, Vlahovic. C'est simple. Aujourd'hui, l'année prochaine, si tu veux remplacer Mbappé, va falloir s'y faire. Si tu veux le remplacer par un joueur qui lui ressemble en matière de profil, ailier gauche, qui prend la profondeur, qui a des statistiques, 150 minimum. 175, la clause de Raphaël Leao. Voilà. Aujourd'hui, c'est démesuré. Here de Fabrizio Romano à l'instant, pour Gvardiol à City, ça parle de 100 millions, voire plus. C'est complètement fou. Voilà, on parle de sommes à 3 chiffres pour des mecs qui sont gratins mondial, qui ont des qualités très fortes, très marquées dans plusieurs domaines. Voilà. C'est un marché qui est dégoûtant. Je ne sais pas si on se rend compte. Colomani, pareil, 90 millions, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand tu es le PSG, tu as de la chance. Tu as de la chance parce que des joueurs à 50-60 millions qui flopent, comme Icardi, tu t'en sors. Voilà. Tu réussis quand même 3 ans après à faire Vlahovic, ou même à avoir une enveloppe de 100 millions, parce que si Harry Kane veut venir, c'est certain que le PSG mettra les 120.
Voilà, on a de la chance d'être ce genre de club, mais le marché est complètement délirant. Bref. Renato, alors la Roma est intéressée, mais ils ont besoin d'un prêt selon Di Marzio pour que ça accélère. Personnellement, alors visiblement on s'oriente sur un 4-3-3 point de basse où Renato pourrait jouer et relayeur gauche et point de basse. Je rappelle son match contre le Maccabi Haïfa en octobre 2022 avec Christophe Galtier où il est dans ce registre-là. Moi personnellement, si c'est pour le prêter, je ne vois pas grand intérêt en fait. Offre de 15 millions, je fais partir. Maintenant, le prêter, je me dis, est-ce qu'il aurait plus de temps de jeu dans un autre club, sachant qu'il se pète tous les 4 matins. C'est-à-dire que le mec, c'est pas le genre de gars qui attend sur le banc, non, c'est le genre de mec que tu titularises tous les 2 mois parce que à chaque fois, entre-temps, il se pète. Donc, personnellement, vente ou rien pour Renato, voilà mon avis. El Shaddai, bon deal, hein, 25% du prochain transfert pour le PSG et priorité de rachat. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire quelque chose de positif sur Luis Campos. On est sur quelqu'un quand même, tu le sens, d'un autre niveau que Leonardo et Antero par rapport aux jeunes. Voilà. On est quand même assez loin du Moussa Diaby qui est bradé à 15 millions, je crois, à Leverkusen, parce que tu es obligé de rentrer dans les clous du fair play financier, chose que tu ne t'es pas occupé et que tu es obligé de faire du coup à 5 jours de la clôture de l'exercice comptable. 30 juin. Là, on est quand même sur voilà, quelque chose d'autre. Le dossier Xavi-Simons, pareil. Alors, le dossier Xavi, c'est compliqué parce que les deux sont officiels. Mais Loïc Tanzi nous a dit, alors, il n'y a pas de clause pour Leipzig, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense et ça sortira dans les prochains mois. Donc, wait and see. On va voir qu'est-ce qui se passe dans ce deal concrètement, un peu comme la prolongation d'Mbappé, voilà, où l'équipe te sort l'option d'un an en septembre 2022. Mais qu'est-ce que nous a concocté le cuisinier Luis Campos? Personnellement, ça ne m'étonnerait pas évidemment que Leipzig ait quand même eu quelques concessions de la part du PSG. Ça me paraissait trop beau, disons, qu'ils acceptent un prêt comme ça sans option d'achat ni rien. Peut-être aussi le joueur va encore prendre un gros chèque, parce que là je rappelle qu'il prend 2 millions comme ça, rien que sur la levée de la clause de rachat. Bon, j'espère que le plan c'est quand même soit le revendre au prix fort l'année prochaine, soit en faire un vrai titulaire. Personnellement, je serais d'avis à le vendre prix fort l'année prochaine, quoi. Il y aura 3 ans de contrat à racheter. S'il fait une bonne saison à Leipzig, voilà, 40-50 millions. Bon, personnellement, je fais partir. Après, c'est vrai que de l'autre côté, c'est une zone du terrain où tu as Neymar vieillissant, Mbappé partant. Donc potentiellement, Xavi Simons qui aurait sa place. Mais personnellement, à l'instant T, là, si on me propose 50 millions, je vais partir. Bref. Alors, Mahrez va en Arabie Saoudite, selon David Ornstein, qui est le Fabrizio Romano de l'Angleterre. Visite médicale demain, 30 millions plus 5 de bonus pour le joueur algérien de 32 ans. C'est dommage de le voir partir en Arabie. Alors d'un côté, il a vraiment un superbe palmarès avec la Ligue des Champions qui s'y est ajoutée dernièrement. On parle quand même d'un joueur qui est devenu une légende du foot africain. Mais c'est vrai que 32 ans, ça peut paraître vieux. Mais de l'autre côté, il a percé sur le tard, il a percé après ses 20 ans, je crois même à 21-22, et puis la saison à Leicester qui le révèle, c'est quand même assez tard. Donc, je me dis, il avait encore des choses à montrer. Peut-être que City préfère vendre à l'Arabie plutôt qu'à un concurrent européen où il ferait des merveilles en tant qu'ailier droit, Mahrez. Concernant l'Arabie, bon écoutez, ça continue, c'est absolument fou. Je crois que là, son club, Al Ahly, il va y avoir une attaque. Mahrez, Firmino, Saint-Maximin avec Riyad Boudbouz en numéro 10. Ouais, en plus du Brozovic, Seko Fofana, Cristiano Ronaldo de Al Nasser. Bref, là ce qui se passe est complètement fou. J'ai l'impression qu'on est sur une autre dimension que la Chine en 2015 ou la MLS à un moment. Surtout qu'en plus ils ont recruté des joueurs jeunes, des mecs dans la fleur de l'âge, hein, Milinkovic-Savic. Neves aussi, je crois. Des mecs à 26 ans et tout ça. Bon. Ce qui me fait tilt, c'est que le championnat saoudien, c'est pas que
les 5 équipes qui recrutent à prix d'or. Il y en a d'autres et c'est toujours c'est toujours désertique quoi sur les autres équipes. Donc on va voir si ça se joue entre les 5, mais là c'est vrai que c'est un peu fou ce qui se passe. Évidemment Mahrez qui y va, ça resserre les taux concernant Bernardo Silva et j'ai envie de vous dire moi, je prends un risque ce soir. Je sais même pas si je prends un risque en fait. Ça fait quelques semaines que j'hésite à le dire en vidéo, je l'ai pas dit, c'est dommage, j'aurais dû le prendre plus tôt. Il viendra pas. Il viendra pas, pourquoi? Parce que déjà, ils ont fait partir Mahrez, ils sont très difficiles en négociation, ils demandent 100 millions et faut pas les mettre, déjà. Même 80 millions, je dois dire que ça me saoule. Pour Bernardo qui a quand même 29 ans, je préfère mettre 60 maximum. Et un contrat de 4 ans. C'est un joueur qui, en plus, a été retenu par City depuis plusieurs mercatos déjà. L'année dernière, c'est le Barça, et City le garde gentiment. Hein. Lui ne va pas au conflit, mais eux lui disent tranquille, tu vas rester, tu vas continuer à faire tes performances. Et en plus, il est fait. On se souvient de son match aller contre le Bayern cette saison. Donc voilà, c'est vrai que la saison dernière, c'est le Barça. Et si on veut aussi parler objectivement pour le joueur, alors oui, il est enclin à venir au PSG, mais il était déjà enclin à venir au Barça l'année dernière. Je pense qu'en fait, sa priorité, c'était aller là-bas. Et au final, il se rabat sur le PSG cette année. Et ça ne marche toujours pas. Je pense que c'est un petit peu la réalité du dossier. Il y a George Mendes aussi qui, depuis, a ses entrées au club. Même si là, tu vois, ces derniers temps, allez, je me détends par rapport à George Mendes. Parce que Bichabou, je suis plutôt content de la vente. On rappelle qu'il a signé chez lui en avril. Un dossier où je l'attends vraiment, ça va être Zahir Emery. Je crois qu'il sera à 1 an de la fin de son contrat en 2024, donc il va falloir commencer à parler prolongation. Voir que Vlahovic est la piste privilégiée par rapport à Gonzalo Ramos, qui est un de ces joueurs où je pense que voilà, Mendes fait du gros lobbying pour qu'il vienne. Je trouve, disons que c'est plutôt, ça me rassure un petit peu. Il faut dire, il y a un mois, c'était ridicule. Il y a un mois, c'était clownesque. Même Lee Kangin et tout ça, c'était vraiment la magouille. Là, ça s'est un peu calmé. Donc, soyons contents. Parce qu'en plus, c'était une grogne des supporters sur les réseaux, mais c'est remonté dans les médias parce qu'il y a eu une manœuvre du club, un article du journal L'Équipe visant à un petit peu nuancer l'influence qu'a George Mendes au sein du club. Donc tu sens qu'en fait, en interne, on s'est rendu compte de ça. Et on y remédie, donc c'est plutôt pas mal. Alors selon L'Équipe, l'Atlético s'intéresse à Verratti. Pourquoi s'en séparer, sachant que tu ne fais probablement pas Bernardo Silva? Première question. Ensuite, l'Atlético, avec quel argent ils vont recruter Marco, hein? Je rappelle que c'est un club fauché. Voilà. Le PSG en demanderait 80 patates. Je pense que tout ça est un petit peu lié à Joao Félix. Peut-être un... Alors, si on veut être farfelu, on peut imaginer un jeu de chaises musicale entre Frenkie de Jong, parce qu'il y a eu des rumeurs un peu farfelues d'Espagne qui visent à dire que le discours officiel au Barça, c'est Frenkie reste, mais en interne, si on a une belle offre, on pourrait réfléchir. De Jong au PSG, Verratti à l'Atlético et Joao Félix au Barça pour remplacer De Jong. Bon, c'est très très tiré par les cheveux. Mais globalement, voilà, je pense que l'Atlético, s'il passe à l'action sur Verratti, ce serait que en cas de vente de Joao Félix. Mais quel abruti celui-là encore. Hier, il nous a fait une déclat. Mon club de rêve, c'est le Barça, je veux aller là-bas. Barça qui est un club réputé pour avoir tué des joueurs de son profil, Griezmann, Coutinho, ça ne vous a pas échappé, même si depuis évidemment Lionel Messi est parti. Mais bon, je suis pas sûr que le Barça soit le club idéal pour un joueur comme Félix qui a besoin de se relancer et qui en plus a déjà fait des clubs un peu clownesques, style l'Atlético et Chelsea. Tu me diras, le PSG, c'est pas mieux. Moi, je milite pour le Milan AC, pour Joao Félix ou alors un club allemand style Dortmund. Bref. Vraiment un cran en dessous des top clubs européens. Il faut qu'ils prennent en humilité un petit peu le garçon. Et pareil, l'Atlético, ils sont marrants, mais s'ils tirent 40 millions d'une vente cet été de Joao Félix, pour moi, 40 millions, ce serait déjà bien vendu en réalité, en fait. Parce que qui va mettre plus? Allez, 50, si on est gentil, 50. Mais qui met plus de 50 millions sur Joao cet été? Le Milan AC qui cherche. J'ai pas trop suivi, mais je crois un numéro 10, parce que Brahim Diaz est parti. Kamada, on attend encore, on sait pas trop, il devait signer gratos, mais je sais pas pourquoi, c'est toujours pas officiel. Je suis pas trop au fait, hein. Renseignez-vous si ça vous intéresse. Mais voilà, là c'est Milan, jamais ils mettent 50 millions sur Félix. Dortmund pareil, tu vois. Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Ça a tout du prêt,
qui en réalité ferait économiser à l'Atlético que le salaire, mais du coup, tu n'as pas de rentrée de liquidité qui fait que tu peux recruter Marco Verratti, donc c'est quand même très très compliqué. Vlahovic aimerait venir, hein, la Juve le considère comme intransférable à part une offre irrésistible. C'est un membre du board de la Juve qui l'a dit de manière officielle, hein, c'est une déclaration officielle, à part une offre irrésistible. Alors ça paraît 90 millions, aujourd'hui la Gazzetta nous dit plus 70-80. Bon, comme je l'ai dit, à l'extrême limite, 55 en fixe pour Vlahovic. Et encore, 55, ça m'embête, quoi. C'est vraiment parce que à ce prix-là, il n'y a personne d'autre sur le marché aujourd'hui, quoi. C'est vraiment parce que si tu veux de la classe mondiale, bah, faut convaincre le joueur. Et ensuite, il faut mettre plus de 100 millions, quoi. Mais ouais, 60, ça commence vraiment à faire beaucoup pour un joueur qui, mine de rien, à la FIO, a été très très haut comparé à Erling Haaland pendant qu'une demi-saison, même si la saison d'avant il est quand même bon, mais il a pas tenu le rythme de ces 6 mois-là, où il capitalise puisque du coup il signe à la Juve, et ces 6 premiers mois sont pas mauvais à la Juve, mais cette saison c'est compliqué, la pubalgie et tout ça, et puis même en fait en matière de qualité intrinsèque, euh, à l'époque, 60 millions, tu recrutais un joueur comme Di Maria avec une palette très diversifiée et beaucoup de qualités fortes. La frappe de loin, la conduite de balle, la capacité d'élimination, les qualités techniques. Là, Vlahovic, qualité forte, les coups francs, la finition dans la surface. Mais derrière, tous les autres compartiments du jeu, c'est pas folichon, quoi. Dans le jeu, pas de grosses qualités fortes, quoi. Hein, à la limite, tu as des attaquants qui arrivent à être en pivot en jouant première intention, par exemple, en une touche. Ils sont assez bons pour mettre du jeu direct. Alors, lui, ouais, il est moyen partout, quoi. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, et prenez soin de vous, bien évidemment.